Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de Jeudi Qualité, le live de Jeudi Qualité de Mivado Global Performance. J'espère que tout le monde est bien assis, bien connecté. Donc, nous allons commencer notre séance sur toujours les bonnes pratiques de fabrication. Donc, aujourd'hui, 8 janvier 2026, il nous fait plaisir de commencer cette nouvelle année avec notre live de Jeudi Qualité qui va traiter aujourd'hui sur, toujours, comme vous savez, les BPF et comment assurer la conformité aux pharmacopées. Donc, nous savons qu'il y a différentes pharmacopées qui existent dans le monde. Donc, comment l'Afrique se démarque avec ces pharmacopées-là, comment on ajuste nos productions pour assurer une certaine conformité aux produits pharmaceutiques, que ce soit le produit de santé naturelle, les excipients, et puis les ingrédients, etc., etc. Parce que pour assurer une certaine conformité, il va sans dire que la qualité commence toujours par les ingrédients, c'est-à-dire les intrants que nous utilisons. Ces intrants doivent respecter un certain ordre ou certaine conformité ou certaine qualité. Donc, c'est à cela que nous pensons discuter aujourd'hui sur les conformités aux pharmacopées. Donc, cela étant dit, nous allons commencer par notre avertissement habituel. Cette activité de formation ou le webinaire est sous la responsabilité de Mivado Global Performance. Mivado Global Performance détient tous les droits d'auteur sur le contenu et le contenant aussi, c'est-à-dire les diapos et tout le matériel que nous mettons à la disposition du public au niveau de différentes plateformes. Donc, vous pouvez les télécharger, les utiliser à votre propre fin, mais ça ne doit pas servir à des fins commerciales. C'est ce que nous demandons comme collaboration de votre part. Aussi, Mivado détient le droit d'auteur sur le matériel. En ce qui concerne votre serviteur, mon nom est Kossi Morley, je suis le responsable gestionnaire senior de Mivado Global Performance et c'est moi qui vais vous entretenir sur le sujet aujourd'hui. Donc voilà, Mivado Global Performance est une activité, je dirais, un cabinet de consulting. Donc nous œuvrons au niveau de des pharmaceutiques, des agroalimentaires, instruments médicaux et aussi d'autres domaines comme agroalimentaire. Nous offrons des activités de formation, des activités de consulting. Nous offrons aussi tout le support nécessaire pour supporter les entreprises, que ce soit au niveau des activités ou de la mise en place de systèmes qualité, de l'amélioration continue, de la validation, de la conformité, affaires réglementaires. Donc, tout ce qui touche le domaine pharmaceutique et la conformité réglementaire, nous apportons notre soutien aux différentes entreprises qui en ont besoin. Voilà. Sur ce, je vous passe une petite capsule, puis après, on reprend nos discussions. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà. Nous voulons vous rappeler que le 19 janvier prochain 2026 aura lieu
une formation sur les stratégies de production, donc des produits de santé naturelle. Ça va être sur Zoom, sur inscription obligatoire. Donc, on va discuter des bonnes pratiques de fabrication, des produits de santé, comment assurer la production de ces produits de santé naturelle. Donc, si cela vous intéresse, priez vous inscrire rapidement parce que les places sont limitées. Une deuxième formation, un deuxième atelier de formation, donc dont le thème est production des comprimés, crèmes en gants liquides et produits stériles. C'est via visioconférence, donc sur Zoom. La date de cette formation, c'est le 2 mars 2026. C'est sur inscription obligatoire aussi. Donc, ce sont des formations payantes. Donc, c'est pour aller plus loin que ce que nous voyons ou ce que nous distillons comme information via nos lives de Jeudi Qualité. Et pour finir, une troisième formation en ligne, donc via Zoom toujours. Cette fois-ci, c'est au-delà de la conformité. Comment créer un système qualité robuste avec le nouveau guide 0158 version 4, donc des produits de santé naturelle. Ça concerne donc le public canadien. Donc, ce guide-là vient de Santé Canada et c'est une nouvelle version qui a été publiée, donc la version 4. Donc, cette formation veut vulgariser les informations, les requis pour être en conformité avec le guide 0158 de Santé Canada. C'est aussi sur inscription obligatoire. La date prévue, c'est le 3 février 2026. Ce qui nous amène donc à notre sujet, conformité aux pharmacopées, EP, USP et BP. EP, c'est European Pharmacopoeia, c'est-à-dire pharmacopée européenne. USP, c'est US Pharmacopoeia, donc pour les États-Unis. Et BP, c'est British Pharmacopoeia, donc au niveau des Anglais, donc de la Grande-Bretagne en fait. Donc laquelle choisir pour le marché africain? Évidemment, cette formation se veut être destinée donc aux professionnels du milieu et aussi au monde de la réglementation. Donc ça va durer à peu près 1 heure. Donc voilà. Au niveau du contexte, on va parler du contexte alors de cette webinaire. Donc, nous savons que le marché pharmaceutique africain est en pleine croissance, n'est-ce pas? Mais il est caractérisé par une fragmentation réglementaire et une manipulation des normes de qualité. On le sait tous, nous avons 54 pays. Si tous les 54 pays doivent avoir chacun leur réglementation, on s'en sortirait pas. Je le dis toujours, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos lives de Jeudi Qualité. Ensuite, il y a la conformité aux pharmacopées internationales. Donc, que ce soit la pharmacopée européenne ou la pharmacopée USP ou alors la pharmacopée de la Grande-Bretagne, on sait que cette conformité-là constitue donc un prérequis indispensable pour l'accès au marché et la garantie de la sécurité des patients. C'est essentiel que lorsqu'on met un produit de santé sur le marché, il faut qu'on rencontre un certain critère. Ces critères-là, souvent, sont définis soit par les lois et règlements, donc soit des lois et règlements internationaux ou alors des pharmacopées, parce que les analyses, etc., doivent se faire en référence donc à certaines pharmacopées. C'est pour ça que c'est important de s'assurer que notre produit rencontre les exigences réglementaires. Donc, au niveau des objectifs, donc nous allons d'abord parler donc de quelques éléments, à savoir comment distinguer les portées et les influences des pharmacopées. Ok, on va essayer de comprendre le paysage réglementaire africain actuel et les efforts d'harmonisation au niveau du AMA. On verra ça après. Nous allons déterminer aussi les critères stratégiques pour choisir la pharmacopée la plus appropriée à notre production ou à notre milieu.
puis essayer d'anticiper l'évolution des exigences réglementaires continentales. Donc, ce sont des objectifs que nous voulons atteindre. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous allons être sommaires, mais si vous avez besoin de plus d'éléments, c'est vrai, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Aujourd'hui, nous avons aussi l'IA, vous pouvez faire des recherches là-bas, mais rien ne vaut le pratico-pratique, donc des réalités du terrain qui va vous aider à avancer, à aller plus loin et plus haut dans votre démarche. Donc, si vous avez des besoins au niveau de ces pharmacopées-là, c'est gratuit, en passant. Non, c'est pas gratuit. La plupart des pharmacopées sont payantes. Donc, il faut s'inscrire pour avoir accès à la totalité des informations qui sont décrites donc dans ces pharmacopées-là. Donc, c'est vrai que sur Internet, vous pouvez trouver des bribes d'informations par-ci, par-là, mais pour avoir le document même, USP Pharmacopéa ou alors British Pharmacopéa, je crois qu'il faut s'abonner. Donc, c'est payant, c'est pas gratuit. Donc, notre objectif, c'est de vous amener à distinguer la portée des influences, à comprendre le paysage réglementaire africain aussi, et puis déterminer les critères stratégiques pour choisir sa pharmacopée ou alors les lois et règlements auxquels nous voulons nous conformer, et aussi comment anticiper l'évolution des exigences réglementaires, souvent grâce à une veille stratégique et réglementaire. Donc, le programme va se structurer de la sorte. D'abord, on va voir l'introduction aux pharmacopées internationales, les définitions et les enjeux. Ensuite, nous allons parler donc des pharmacopées. Qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les différencie. On va essayer de spécifier les marchés africains, comment ça nous impacte, et aussi déterminer les critères de choix d'une pharmacopée de référence pour l'Afrique. Et enfin, nous allons terminer par les critères de choix. Ça, je me suis répété, en fait. Donc, c'est pas grave. C'est ça. Donc, les critères de choix d'une pharmacopée de référence pour l'Afrique. Ici. D'abord, on va commencer par la portée et les différences. OK? La portée et les différences clés de la pharmacopée. On sait que de par le monde, la plupart des pharmacopées qui sont connues, c'est la pharmacopée européenne, comme on l'a dit, donc FEUR ou alors EP. Nous avons ensuite l'USP et puis les BP. Donc, les organismes qui drainent ces pharmacopées, vous allez voir qu'il y a le Conseil de l'Europe, c'est UIDQM, c'est l'Agence des médicaments européens. Il y a une section qui s'appelle Conseil de l'Europe qui va gérer cette pharmacopée-là. Donc, sa portée, souvent, se rapporte donc à tous les pays francophones. Donc, on a des partenariats avec d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc, c'est une pharmacopée qui est aussi répandue, puisque c'est une pharmacopée européenne, donc la plupart des pays européens sont là-dedans. Vous voyez? Donc, qui dit pharmacopée européenne dit la plupart des pays qui se trouvent dans la zone dans la zone Union européenne, ok, vont utiliser ces pharmacopées-là. Donc, c'est un effort de par l'Europe qui permet donc l'Europe qui constitue quand même 27 pays membres, donc qui vont utiliser cette pharmacopée-là. Donc, est-ce que tous les pays européens fabriquent des médicaments? Pas tous, mais c'est vrai que comme on est ensemble, il faut se soutenir. Donc, c'est pour ça que la pharmacopée vient jouer un rôle important d'harmonisation dans ces pays-là. Donc, c'est un recueil de normes, ok,
de qualité officielle pour les médicaments et leurs ingrédients applicables dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe, vous voyez, et c'est géré par le DQ. Donc, le contenu, on sait que c'est la plupart du temps, c'est comment on l'appelle? Cette pharmacopée européenne va jouer un rôle crucial. Donc, c'est très important de le noter. Et comme je l'ai dit, les tests de la pharmacopée européenne sont appelés des monographies. Donc, la monographie définissent les exigences de qualité, n'est-ce pas? Qui parle d'exigences de qualité, c'est ce qui doit être respecté par les substances pharmaceutiques et les formes pharmaceutiques finales. Ces normes sont essentielles pour l'autorisation de mise en marché des médicaments en Europe, car la conformité aux monographies est inscrite dans la législation de l'Union européenne. Vous voyez? Donc, c'est important de le souligner parce que ça joue un rôle prépondérant. Donc, au niveau des produits de santé. Et le Conseil de l'Europe, EDQM, c'est-à-dire European Directorate for the Quality of Medicine. OK. Donc, en fait, c'est l'agence européenne qui s'occupe de la pharmacopée, qui publie aussi la pharmacopée, qui essaie de faire la mise à jour de ce recueil-là. Donc, EDQM, vous pouvez googler, vous pouvez aller sur leur site et vous allez voir que ils ont un beau site. Et puis là, on répertorie toutes les sections au niveau de la santé, au niveau des substances d'origine humaine, au niveau des consommateurs, etc., etc. Donc, c'est très important que le DQM soit un organisme donc des 47 pays des États-Unis, de l'Union européenne, et qui va, comment dirais-je, mettre en ligne donc la pharmacopée européenne. Qui dit EDQM, Conseil de l'Europe, dit Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé. Vous voyez, donc en français. Ça, c'est en ce qui concerne l'Union européenne. Au niveau des États-Unis, on a l'USP, US Pharmacopée, qui est généralement connu, ça tout le monde sait, USP c'est populaire, c'est ce qu'on utilise souvent, surtout dans l'Amérique du Nord et puis dans les pays en Asie, etc. Donc, l'USP vient jouer un rôle important au niveau donc de la réglementation pharmaceutique, et nous savons que l'USP aussi, comme la pharmacopée européenne, l'USP joue un rôle essentiel donc au niveau de la conformité des produits, ok, et c'est aussi exigé par les donateurs, par exemple USAID, Global Fund et autres. Donc c'est une organisation séparée donc de la FDA, c'est vrai, et c'est un ensemble de recueils aussi. Donc aujourd'hui, on sait que l'USP est une organisation non gouvernementale aux États-Unis et que c'est piloté par des scientifiques et puis des gens de tous bords, y compris les gens du gouvernement ou de la FDA. Vous voyez? Donc c'est essentiellement en anglais, l'USP. Par contre, la pharmacopée européenne, donc on va la voir dans toutes les langues presque de l'Union européenne. Voilà, donc français, anglais et puis allemand. Ou DE, c'est peut-être le Deutsch. Donc voilà. Et puis nous avons la pharmacopée britannique, donc du Royaume-Uni, qui est sous la responsabilité du MHRA. MHRA, c'est Medicine and Health Regulatory Agency, si je ne me trompe pas. MHRA, on le cite souvent. MHRA, donc et ça, médecine, ça c'est une agence de réglementation au niveau du Royaume-Uni. Donc souvent,
puisque les British sont très en avance aussi par rapport aux francophones. Donc, le MHRA va émettre ses propres lois et règlements qui sont liés donc au Commonwealth souvent. Donc, c'est Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency, MHRA. Donc, historiquement forte dans les pays anglophones, voilà, dans le Commonwealth. Et c'est souvent en français que ce recueil de lois et règlements ou ce recueil de monographies se situe. Donc, cela veut dire que le point commun de toutes ces pharmacopées-là, c'est que ces pharmacopées vont décrire les monographies des produits ou des substances chimiques et pharmaceutiques. Vous voyez, ça c'est le point commun. Et chaque groupe de pharmacopées va avoir des critères spécifiques, donc selon les réalités de leur terrain. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir une certaine variation au niveau de certaines monographies, ou alors certaines monographies ne vont même pas exister dans une pharmacopée, alors que ça existe dans d'autres pharmacopées. C'est ça pourquoi nous devons faire un effort pour connaître, savoir qu'est-ce qui se trouve dans les pharmacopées en ce qui concerne nos produits à nous que nous mettons sur le marché en tant qu'Africains. Donc, le point clé ici, c'est bien que les trois visent la qualité des différences existent dans les monographies et les méthodes d'analyse, impactant ainsi directement le contrôle qualité. Vous voyez, donc c'est essentiel de connaître ça et de savoir que il peut y avoir des différences au niveau de ces pharmacopées-là. Au niveau de l'Afrique, nous savons que nous avons déjà dit, nous avons 54 pays au niveau de l'Afrique. Donc, cela dit qu'il y a une certaine fragmentation donc réglementaire. Historiquement, les autorités nationales de réglementation ont adopté des normes de leur héritage colonial. C'est vrai, tout l'ensemble des pays africains ont été colonisés. Donc, les gens ont pris juste ce que les colons ont laissé. Ensuite, il y a eu une création donc de l'agence des médicaments, l'agence africaine des médicaments, qui est aujourd'hui le moteur de la mondialisation au niveau du continent. Donc, cette agence-là vise à unifier le processus d'enregistrement et à promouvoir la pharmacopée africaine comme référence commune. C'est vrai que quand vous voyez la carte de l'Afrique, vous voyez comment c'est morcelé. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Et selon que vous êtes colonisé par les Français ou les Britanniques, donc le choix de votre où vous êtes sous influence américaine, de toute façon les États-Unis vont influencer la plupart des pays du monde. Donc vous allez choisir une pharmacopée plutôt que l'autre, compte tenu de la facilité du marché, compte tenu du marché, compte tenu donc du poids historique aussi de votre pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a une disparité donc au niveau de l'Afrique par rapport aux lois et règlements, à la monographie ou alors ce que nous appelons ici une fragmentation réglementaire. Par contre, au niveau de l'Afrique, nous voyons qu'il y a aussi des initiatives régionales un peu partout. On peut citer la CEDEAO. Donc, la CEDEAO va mettre sur pied son organisation ou la SADC. Donc, la CEDEAO, par exemple, va mettre sur pied ce que nous appelons le WAO. Le WAO, le WAO ou alors OAS. Donc, le WAO, c'est West African, West African, comment on dit ça encore? Le WAO, c'est en anglais. Le OAS, c'est en français. Donc, OAS, c'est Organisation Ouest Africaine de la Santé. Donc, qui est une branche donc de la CEDEAO. C'est un organe de la CEDEAO. Donc, eux, ils vont essayer de
de travailler de façon mutuelle avec les pays de la CEDEAO afin d'adopter des lignes directrices techniques harmonisées pour faciliter l'accès au marché. Vous voyez? Donc, des initiatives comme ça, il y a aussi au niveau de la zone ouest africaine du UEMOA et aussi en Afrique, en Amérique centrale. Je crois que il y a d'autres organisations qui sont là, qui vont essayer d'harmoniser. Ou alors, il y a l'AMA, donc l'AMA qui est une agence africaine, donc une organe de l'Union africaine. Donc, c'est plus global en Afrique. Ils vont essayer de travailler sur un processus d'unification, d'harmonisation des lois et règlements et des monographies. Donc, c'est essentiel de prendre connaissance de ces éléments-là lorsqu'on veut développer un produit pharmaceutique en Afrique. Il est essentiel de connaître ces réglementations et de savoir par où commencer et quels sont les tenants et les aboutissants donc au niveau de la réglementation. Donc, ce sont des points essentiels à ne pas éviter et qui permettent de comprendre de comprendre comment les enjeux réglementaires se déroulent sur le continent. Étant donné que chaque pays ne peut pas avoir une pharmacopée, même une pharmacopée africaine, ça viendra. Mais pour le moment, on se base sur les pharmacopées européennes, US Pharmacopea, et puis la pharmacopée des États de la Grande-Bretagne, pour pouvoir développer nos produits et vendre nos produits à l'international. Alors, vous allez voir que au niveau donc de l'influence historique, donc ce sont des héritages que nous avons acquis la plupart du temps. C'est clair que la plupart des pays francophones vont adopter la pharmacopée européenne, parce que la plupart des pays francophones ont été sous la domination donc de la France. Donc, étant donné que la France a légué ses atouts, ses attributs coloniaux donc à ses colonies, cela veut dire que tout ce que nous avons comme administration pharmaceutique et tout ça découle donc des vestiges donc de la colonisation, et c'est tout à fait normal. C'est pareil pour les anglophones qui ont été sous la domination de la Grande-Bretagne. Ils vont hériter d'abord la pharmacopée donc de la Grande-Bretagne ou alors des États-Unis, puisque c'est en anglais. Vous voyez? Donc, selon la langue aussi, donc il y a la colonisation et puis la langue qui va influencer le choix donc de l'adoption d'une telle ou telle pharmacopée, et aussi les partenariats que nous avons et le marché que nous visons. Vous voyez? Donc, au niveau de l'Union européenne, de la direction, donc le DQM renforce sa présence via des programmes de coopération technique. Okay. L'objectif de l'EDQM est d'améliorer les capacités des laboratoires nationaux de contrôle qualité au sein donc du réseau AMQF et puis NARL. Donc, tout ce que nous voyons comme réseau de coopération, mission de coopération, etc., normalement pour la direction donc European Directorate for the Quality et machin, Quality of Medicine, c'est-à-dire le DQM, leur rôle, c'est de la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé, le DQM. Leur rôle, c'est de renforcer aussi à travers les pays, donc leur présence. Et c'est tout à fait normal. Chacun joue de sa notoriété et cela va, tout le monde veut implanter sa puissance, son hégémonie. OK? Donc, faut pas croire qu'il y a que les États-Unis qui essaient de
de diriger le monde. Tous les pays, toutes les puissances en réalité veulent impacter, veulent étendre leur hégémonie sur les autres pays. Donc, pour ça, il faut faire attention. C'est vrai que nous n'avons pas d'éléments probants pour supporter tout ça, pour rivaliser contre, mais bon, il est essentiel que nous devons faire attention lorsque nous mettons nos éléments c'est-à-dire que toute notre industrie pharmaceutique a la solde donc de l'impérialisme. Donc AMQF, c'est le African Medicine Quality Forum. Donc c'est une organisation parallèle donc à USAID là. Donc, je sais pas, puisqu'ils ont coupé les financements, même USAID qui a été, je crois, supprimé, banni, donc, aux États-Unis, qui a été fermé aux États-Unis. Je sais pas si AMQF va encore opérer sur le continent, en tout cas. Il y a eu une certaine réorganisation, donc, du monde, des organisations non gouvernementales qui supportent toute la santé en Afrique à revoir, étant donné que les États-Unis ont bloqué la plupart des financements et des aides pour les pays en voie de développement. Donc, c'est à suivre. Tout cela va impacter les décisions qui vont se prendre sur le terrain, évidemment. Il y a certains partenariats qui se consolident, qui vont influencer la pharmacopée européenne, et puis va permettre à cette pharmacopée de s'établir comme standard de référence, facilitant l'harmonisation technique entre les régulateurs africains et européens. Évidemment, si vous êtes un pays francophone et que votre marché c'est un marché francophone, il est plus sage et plus facile de travailler avec la pharmacopée européenne, qui est en français, que la pharmacopée british. Mais quand même, je dis, ou alors la pharmacopée américaine. Dans tous les cas, le choix de la pharmacopée est souvent le reflet donc d'un alignement géopolitique et d'une volonté d'interopérabilité avec les marchés partenaires. Voilà. Donc, tout dépend donc le marché que vous convoitez. Si vous convoitez un marché américain, il faut que votre produit soit conforme donc à la pharmacopée américaine, USP. Si vous convoitez le marché européen, il faut que votre produit soit conforme donc à la pharmacopée européenne, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal d'être conforme au marché, aux spécifications du marché dont on convoite ici. Et c'est essentiel de s'assurer que le produit rencontre toutes les exigences réglementaires pour pouvoir aller sur le marché, ou alors conformément aux autorisations de mise à marché. Donc, les BPF sont bien faits et que, en plus d'avoir les pharmacopées, en plus d'avoir les BPF, vous devez avoir une autorisation de mise en marché. Cette autorisation de mise en marché va vous dire c'est quoi les conditions, c'est quoi les critères que vous devez remplir pour pouvoir être sur le marché, sur tel ou tel marché. Alors, on va enchaîner avec les critères de choix dont on vient de parler un peu là, parce qu'il n'y a pas 1001 critères. Nous avons quelques critères que nous soulignons ici. Il y a le marché cible, on l'a déjà soulevé. Il y a le type de produit, bien sûr. Il va y avoir l'exigence des donateurs, bien sûr, ou des sponsors. Il va y avoir la fabrication locale et puis il va y avoir la langue. Vous voyez? Donc, le choix de la pharmacopée, ou alors le critère de choix d'une pharmacopée de référence pour l'Afrique basé sur des facteurs de sélection, c'est-à-dire accès au marché, enregistrement local, ainsi que les coûts pour adopter les chaînes de production. La logistique, notamment la disponibilité de référentiels et d'équipements compatibles, est aussi déterminante.
Un choix stratégique s'appuie sur l'équilibre entre ouverture commerciale, faisabilité opérationnelle et potentiel de croissance à moyen et long terme sur le continent. Vous voyez? Donc, on sait que, par exemple, si nous prenons le marché cible, on doit se poser la question où le produit sera-t-il commercialisé. Donc, selon la réponse à cette question, si on répond le marché francophone, donc il est très essentiel d'utiliser la pharmacopée européenne parce que on a 47 pays à ce niveau-là qui vont utiliser cette pharmacopée, que si on veut que le produit soit introduit dans ces pays, il faut être conforme à ces réglementations-là, ainsi de suite. Donc, que ce soit le marché anglophone ou alors le marché british. Donc, souvent, selon la langue qu'on parle, langue de l'autorité nationale. Ça, c'est clair. Maintenant, si vous avez un type de produit en particulier, c'est à vous de voir, ok, vous devez, dans tous les cas, essayer d'être conforme donc à cette réglementation-là. Et c'est essentiel. Quand on dit d'être conforme, c'est que vous devez rencontrer en tout point les exigences de ce marché-là. Et l'exigence du marché vient justement du fait que le marché cible détermine si nous devons utiliser une pharmacopée européenne ou britannique. Donc, ça dépend du marché cible, le type de produit. Ici, si c'est générique, si c'est biologique, etc. Donc, cela convient aussi à peut-être la pharmacopée USP européenne. On ne sait pas, il faut aller voir. Nous avons les exigences des donateurs. Par exemple, si votre pays est sponsorisé par l'OMS ou USAID, Global Fund, etc. Donc, il sera fort probable d'exiger la conformité la conformité à la pharmacopée USP ou à la pharmacopée européenne. Donc, cela dépend de comment vous avez défini votre vision au niveau de votre entreprise, au niveau de la fabrication de vos produits pharmaceutiques. Donc, il y a toutes ces considérations-là qu'il faut avoir. Je l'ai dit tantôt, si vous voulez exporter, soit aux États-Unis ou en Europe ou n'importe où, donc vous devez être conforme aux exigences de ces pays-là. C'est pour ça que il est très essentiel que la stratégie au niveau de la pharmacopée, la stratégie pour une conformité efficace, c'est-à-dire monopole tout pharmacopée. Donc pour ça, nous devons avoir 3 approches stratégiques qui vont coexister. Donc l'adoption d'une pharmacopée unique, bon, ça dépend, ou l'adoption c'est ça, l'adoption d'une pharmacopée unique adaptée au marché principal, donc dont on a le monopole. Ça, c'est un. La conformité simultanée à plusieurs pharmacopées pour divers marchés, double pharmacopée, ou alors la participation active aux initiatives d'harmonisation pour influencer les normes régionales. Donc, le choix va dépendre finalement de la capacité technique des ressources et de la stratégie commerciale. L'harmonisation, bien que complexe, représente un levier durable pour réduire les coûts et renforcer donc la sécurité clinique. C'est sûr que parmi tout ça, on va dire qu'il faut adopter une stratégie proactive. Je m'explique. J'ai eu à travailler dans une entreprise où notre mission était d'être conforme aux 3 réglementations, parce que le produit est vendu dans les 3 entités, dans les 3 marchés. Donc, que ce soit le marché nord-américain ou américain, le marché européen et puis le marché asiatique. Donc, notre but, c'est d'être conforme à la plupart donc, des réglementations, des critères, des normes. Donc, il s'agit d'aller chercher dans toutes les pharmacopées, et ce qui nous concerne est de les appliquer ou alors d'essayer d'être conforme à ces pharmacopées-là. Donc, normalement, cela revient au département ou alors au groupe des affaires réglementaires qui vont essayer d'aller corriger toutes les informations nécessaires pour les laboratoires
qui fabriquent des médicaments. Donc, c'est essentiel que le choix ou la décision stratégique qui va impacter l'accès au marché dépend donc du marché lui-même et aussi des types de produits que nous fabriquons et aussi de la fabrication et de la langue dans laquelle nous soumettons notre autorisation de mise en marché. Ici, nous allons parler donc du panorama réglementaire en Afrique. On a déjà énuméré. Donc, au niveau de l'Afrique, le cadre réglementaire africain est caractérisé par une multiplicité d'agences nationales, souvent en cours de consolidation, et des initiatives régionales telles que l'AMRH, African Medicine Regulatory Harmonization, ou alors l'harmonisation de comment on va dire ça? En anglais, c'est ça, je voulais savoir, le AMH, c'est American Medicine, African Medicine, African Medicine, African Medicine Regulatory Harmonization. Donc, en fait, c'est une branche aussi de, comment on l'appelle là, de NEPAD. Hein. Il y a NEPAD qui est là-dedans, qui va jouer un grand rôle à ce niveau. Donc, de façon générale, c'est la plupart des pays africains qui vont bénéficier de cet organisme-là. Donc, c'est une organisation qui va permettre d'harmoniser, qui essaie d'harmoniser les pratiques donc au niveau réglementaire, qui essaie de mettre en lumière les différences du point de vue réglementaire et toutes les disparités entre les pays en termes de réglementation, capacité de contrôle et infrastructure normalement compliquent la mise sur le marché des médicaments. Donc, l'approche est cependant en évolution rapide avec un accent sur l'harmonisation pour faciliter l'accès aux médicaments essentiels et renforcer la sécurité sanitaire. Vous voyez? Donc, c'est pas évident quand on est 54 pays avec 54 réglementations différentes avec des poids historiques, que ce soit francophone ou anglophone. Donc, il faut trouver une façon de s'harmoniser, d'harmoniser tout ça. Donc, c'est pour ça que comment dire, AMRH, c'est-à-dire AMAH, African Medicine Regulatory Harmonization, va essayer de jouer un rôle déterminant en rendant la réglementation plus fluide, plus accessible donc à tous les pays. Donc cela veut dire qu'il y a une certaine disparité réglementaire, au niveau du continent. Cela veut dire que les différences entre les pays compliquent la mise en marche ou sur pied des médicaments et de la sécurité sanitaire. Donc, veut pas, nous avons l'AMA, donc African Medicine Agency, qui essaie de jouer un rôle prépondérant pour harmoniser les pratiques. Et nous l'avons vu, il y a certaines initiatives d'une certaine partie, ou d'une certaine région, une partie de l'Afrique, qui vont essayer de se démarquer avec leur propre règlement aussi. Ça aussi, on doit les souligner. Ça fait partie du jeu et que ça fait partie donc de faire avancer le cadre donc des produits pharmaceutiques et leur réglementation sur le continent africain. L'autre élément, ce sont les attentes des agences nationales et réglementaires. Ici, nous allons voir qu'il y a différentes agences. Donc, on a parlé donc de AMAH. Ici, il y a le Zanzibonan. Donc Zanzibonan, c'est en Afrique centrale. Il y a des pays de l'Afrique centrale qui en font partie. Donc, pour essayer d'harmoniser les pratiques toujours. Donc, nous avons des agences comme la MRH ou les programmes Zanzibonan privilégient une harmonisation rigoureuse des standards pharmaceutiques pour réduire la fragmentation du marché
Elle encourage, n'est-ce pas, la reconnaissance mutuelle des certifications, renforce la veille pharmacotoxicologique et insiste sur la transparence et la traçabilité des produits. Pour les fabricants, répondre à ces attentes signifie intégrer des standards multiples pour tous les pays en particulier, tout en souhaitant donc des approches adaptées localement pour l'évaluation des dossiers et la surveillance post-commerciale. Donc, c'est un travail de fou qui est en train de se mener. Donc, on veut privilégier l'harmonisation des standards sur l'ensemble du territoire, avoir une certaine reconnaissance mutuelle au niveau de la réglementation pour tous les pays. Et cela se passe grâce à des veilles réglementaires et transparentes. Donc, ce qui fait que toute la production locale doit être adaptée à ces réglementations-là et doit intégrer plusieurs standards. Vous devez, si vous voulez survivre, intégrer plusieurs standards à vos pratiques réglementaires pour pouvoir être compétitif. Et si vous voulez vendre sur tel ou tel marché. Et c'est très important de s'assurer que nos produits rencontrent les exigences de l'autorisation de mise en marché. Et c'est ce que nous faisons de tous les jours. Ensuite, il y a toute la difficulté qui sont liées donc à l'alignement sur une pharmacopée internationale. Donc, c'est vrai, il y a des difficultés, mais il y a aussi des opportunités. OK? Donc, l'adoption d'une pharmacopée internationale pose des défis liés à l'adoption des infrastructures techniques, la formation des personnels et les coûts d'homologation. OK? Toutefois, elle offre donc des opportunités majeures telles que la simplification des processus d'approbation, l'augmentation de la confiance des investisseurs ou des sponsors et un accès élargi aux chaînes d'approvisionnement globales. Le principal défi ici reste à la coexistence avec les exigences locales et la gestion des décalages réglementaires entre pays africains. Bien que nous avons différentes opportunités qui sont disponibles, c'est facile de s'aligner sur telle ou telle pharmacopée. Mais en même temps, au niveau de la sous-région, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les problématiques qui existent? Est-ce qu'on peut facilement faire approuver son produit dans tel pays avec telle pharmacopée? C'est tout un défi. C'est pour ça que des organisations comme AMRH et puis AMA, etc., nommées, sont là pour essayer d'harmoniser la réglementation. Et cela va permettre de donner donc des nouvelles opportunités à la plupart des fabricants locaux ou internationaux même d'avoir accès au marché tout simplement. Alors, maintenant, nous allons parler donc de quelques cas pratiques. Supposons que moi, je fabrique au Nigeria ou au Ghana ou en Côte d'Ivoire, etc. Selon le pays dans lequel je fabrique, c'est sûr que je vais développer une certaine stratégie qui sera basée sur le scénario, ok, et puis l'analyse du marché que je vais faire et aussi la stratégie que je vais mettre en place. Donc, pour une entreprise locale, il est essentiel de s'assurer que tous ces éléments-là sont rencontrés, tous ces facteurs sont rencontrés au niveau du scénario. On veut peut-être fabriquer au Ghana, je prends l'exemple donc d'une entreprise pharmaceutique basée au Ghana souhaitant fabriquer un produit générique pour le marché anglophone, Ghana, Nigeria, exporter son produit donc en Côte d'Ivoire et bénéficier d'un programme d'aide internationale. Donc, vous voyez que lorsqu'on va, la main qui reçoit est toujours la main qui donne, on dit, est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Ça, c'est ce qu'on dit. Donc, si vous bénéficiez d'un programme international, vous êtes obligé de suivre les directives de ce programme-là. Peut-être que le programme va dire il faut être conforme à la pharmacopée européenne, par exemple, ou alors puisque vous produisez au Ghana. Normalement, Ghana, c'est sous l'influence peut-être des Britanniques ou des Américains. Donc, c'est la pharmacopée USP ou alors la pharmacopée British. BP.
Donc, maintenant, si cette entreprise bénéficie d'une aide internationale qui provient donc de l'Europe, par exemple, donc peut-être qu'il va avoir une exigence à ce que l'entreprise du Ghana soit conforme donc à la pharmacopée européenne. Vous voyez où ça peut nous mener. Donc, c'est important de bien connaître votre marché, vos sponsors, etc. Donc, ici, on va analyser quoi? Les cibles. Donc, les exigences cibles qu'il faut voir, c'est est-ce que ça prend le marché local dont on parle, Ghana, Nigeria. Donc, ce sont des marchés anglophones. D'office, il faut que le produit soit ou l'homologation soit conforme donc à la pharmacopée British BP ou alors USP. Ce sont les standards qui sont acceptés par défaut de toute façon. Ensuite, il y a le marché francophone parce que vous allez exporter en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sous la domination française. Et là-bas, c'est la pharmacopée européenne qui sévit. Donc, vous devez être conforme, vous devez avoir des références de la pharmacopée européenne. Donc, c'est important que le produit soit conforme à ces monographies européennes, vous voyez. Et ensuite, si vous bénéficiez d'une aide internationale, donc il faut choisir des fois, ça va exiger quasi systématiquement la conformité USP ou EP. Donc, si les fonds proviennent des États-Unis, d'office, ça va être USP. Si c'est de l'Europe, ça va être EP. Vous voyez où ça peut nous amener. Donc, c'est ce framework ou ce workflow qu'on doit adopter, le scénario, l'analyse, et puis adopter une certaine stratégie que j'appelle la stratégie, l'approche multi-pharmacopée, c'est-à-dire que essayer d'adopter l'USP comme base pour les génériques mondiaux, tout en vérifiant la conformité aux spécifications EP les plus strictes pour garantir l'accès universel. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous prenez les 3 pharmacopées, vous allez regarder, étudier, vous prenez la plus sévère, qui rencontre toutes les exigences des autres pharmacopées, tout simplement. Donc, cela vous éviterait de sauter de coq à l'âne, d'un marché à l'autre, d'une pharmacopée à l'autre, etc., etc. Donc, c'est une stratégie que nous vous proposons ici pour rencontrer les exigences de toutes les pharmacopées. Si votre produit rencontre ces pharmacopées, l'ensemble des pharmacopées, ça va être un produit universel du coup. Donc, voilà. Donc, pour l'étude de cas de retour d'expérience des laboratoires en Afrique, on va voir que des laboratoires pharmaceutiques africains qui ont opté pour la pharmacopée européenne ou l'USP partagent plusieurs enseignements. Donc, les gains de marché sont souvent contrebalancés par des exigences techniques importantes, la nécessité d'investir dans des formations continues et la gestion des tests analytiques. Donc, certains ont réussi à combiner plusieurs pharmacopées pour diversifier leurs offres et maximiser leur compétitivité, tandis que d'autres plaident pour une harmonisation locale renforcée pour réduire ses complexités. Donc, chacun y va selon ses expériences et essaie de voir qu'est-ce que le marché ou l'harmonisation peut apporter de bien dans le secteur. Quelques défis techniques à soulever, évidemment, on va parler de quelques exemples concrets au niveau des produits que nous connaissons souvent. Ici, c'est ciprofloxacine, c'est une antibiotique. Hein. Vous allez voir qu'il y a divergence des limites, donc que ce soit au niveau de l'USP ou alors de BP, la British Pharmacopée. Donc, le risque, c'est que le lot soit conforme à l'USP, mais peut être rejeté en Côte d'Ivoire s'il est testé selon les critères BP ou pharmacopée européenne. Vous voyez où ça peut nous amener cette différence au niveau des pharmacopées. Nous avons aussi avoxicilline. Donc, ici, on va parler d'une absence de monographie. Donc, l'USP distingue comprimé et capsule. Donc, au niveau de l'USP, on a la monographie pour les comprimés et la monographie pour les capsules. Mais au niveau de British Pharmacopoeia, on n'a pas la monographie des capsules. Donc, il se peut que vous ne pouvez pas vendre amoxicilline capsule en Angleterre, donc au niveau de la Grande-Bretagne.
et dans les autres pays qui adoptent aussi la pharmacopée British Pharmacopoeia. Donc, le risque, c'est qu'un fabricant ghanéen de comprimés peut manquer de références officielles dans le BP pour les tests spécifiques exigés par un pays francophone, par exemple. Vous voyez? Donc, les British ne possèdent parfois qu'une monographie pour les capsules. Donc, voilà. Donc, vous pouvez manquer des monographies pour tester donc tout ce qui est comprimé. Ensuite, au niveau de rifampicine, ici, les tests de dissolution, donc le milieu pH composition et les critères de réussite diffèrent radicalement entre la pharmacopée européenne, l'USP et le British Pharmacopoeia. Le risque d'un produit formulé pour l'USP peut échouer au test EP, donc nécessitant une reformulation complète pour l'exportation, vous voyez. Donc, ces divergences techniques peuvent augmenter les coûts opérationnels de 15 à 20% à raison de la double conformité requise. Parce que les pharmacopées ne disent pas les mêmes affaires. Donc, il faut faire attention lorsque vous produisez pour tel ou tel marché. Donc, l'avenir de l'AMA et pharmacopée africaine. Effectivement, les Africains ne tombent pas sur le laurier. Il y a des organisations comme l'Agence africaine des médicaments qui travaillent fort donc à créer un système réglementaire unifié, réduisant la dépendance aux pharmacopées externes et favorisant l'autosuffisance continentale. Effectivement, la pharmacopée africaine va servir donc de référence pour les produits pharmaceutiques, en particulier ceux qui sont endémiques ou traditionnels en Afrique. Donc, elle complète les pharmacopées majeures par des normes adaptées au contexte local. Donc, nous avons l'implication de tous les acteurs du continent, à savoir les professionnels. Il y a une veille réglementaire qui est faite. Et puis, on essaie d'intégrer progressivement les monographies donc africaines dans le système de contrôle qualité. Ce sont des choses qui sont en cours et qui vont peut-être servir d'ici là lorsque tout sera finalisé. Donc, il faut comprendre que l'Agence africaine des médicaments fait un travail énorme de répertorier, d'unifier la réglementation africaine pour que ce soit plus facile pour les pays africains. De là, il revient de parler donc des initiatives régionales et internationales d'harmonisation des normes. Et effectivement, nous avons au niveau des tendances, des perspectives d'harmonisation en Afrique, nous avons parlé donc de l'AMRH, nous avons parlé de Zazibona, du programme, et les collaborations avec l'OMS mettent en œuvre plusieurs projets pour unifier les normes pharmaceutiques en Afrique, favorisant ainsi la reconnaissance mutuelle des dossiers et la validation croisée des tests de qualité. Ces initiatives ont permis de réduire significativement les délais d'approbation et d'amélioration et d'améliorer la sécurité des médicaments. La coordination internationale est la clé pour aligner les pharmacopées locales sur les standards mondiaux. Et au niveau donc du futur de la réglementation pharmaceutique sur le continent africain, effectivement, il est très essentiel de voir que le futur réglementaire africain doit être marqué par une intégration accrue, une digitalisation des procédures et une montée en compétences des autorités. L'implantation des normes internationales harmonisées facilitera l'investissement et encouragera le développement local du secteur pharmaceutique. De plus, la collaboration entre acteurs publics et privés sera essentielle pour relever les défis liés à la traçabilité, la qualité et la disponibilité des médicaments dans les zones rurales et urbaines. Quelques recommandations pour les acteurs du secteur pharmaceutique et réglementaire. Nous allons ici développer quelques recommandations, à savoir qu'il sera recommandé que les fabricants investissent dans la formation continue et la montée en compétences réglementaires. Ok, c'est essentiel.
Euh, ce qui va favoriser l'adoption progressive des standards harmonisés et développe donc des partenariats avec les agences régionales. Les régulateurs devraient renforcer ou doivent renforcer, n'est-ce pas, les échanges d'informations, simplifier les procédures et encourager la recherche et le développement local. Ces mesures permettront d'optimiser la conformité, d'accélérer l'accès au marché, d'améliorer durablement la qualité des médicaments proposés aux populations africaines. Donc, pour ça, tout dépend donc de nos gouvernements, des associations, des organisations dans ce domaine. Donc, pour encourager, pour former au niveau des compétences dont on a besoin, adapter des standards harmonisés, etc., et puis renforcer les échanges réglementaires. Ce qui nous amène donc à la conclusion et meilleures pratiques. Ici, en un, on va voir que nous avons besoin donc d'avoir un marché qui tient, un marché cible. Donc, notre marché cible doit être quelque chose qui va nous préoccuper, comme on l'a vu au niveau du choix stratégique ou décision stratégique, donc de l'alignement à une telle ou telle pharmacopée. Donc, au niveau de l'évaluation du marché, il est important de faire attention au choix de la pharmacopée. Ok, c'est pas au hasard qu'on doit choisir une telle ou telle pharmacopée. Donc, ça doit être basé sur des critères objectifs comme le marché, la langue, l'héritage colonial, parce que veut pas, la plupart des pays africains ont un héritage colonial, et aussi la nature du produit, on l'a vu dans les slides précédents. Donc, ne choisissez pas une pharmacopée par défaut ou par hasard. Donc, vous devez analyser le marché cible, francophone, anglophone, et les exigences des donateurs internationaux. En deux, il est important que nous soyons flexibles et robustes au niveau du choix donc de la pharmacopée. On va opter pour une conformité croisée, donc une conformité croisée qui sera basée sur la monographie la plus exigeante pour garantir une qualité universelle reconnue. Okay. Et pour finir, il est essentiel d'anticiper l'harmonisation, donc investir dans la veille réglementaire, c'est essentiel sur les directives de l'agence des médecines africaines, ce qui va nous permettre d'être à l'affût des nouvelles réglementations, des nouvelles monographies qui sont publiées, et d'être à l'affût donc de toutes les modifications qui ont eu cours au niveau de ces monographies-là et de ces pharmacopées-là. Veut pas, la plupart de ces monographies ont des mises à jour, soit annuelles ou alors selon les fréquences qui sont définies. Donc, une veille réglementaire permet d'être à l'affût et de recevoir de façon adéquate toutes les mises à jour qui découlent donc de ces pharmacopées-là. Donc, voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. S'il y a une leçon à retenir, c'est que tous les produits pharmaceutiques sont conformes à une ou l'autre ou à toutes les pharmacopées. Okay? Que ce soit pharmacopée USP, pharmacopée British Pharmacopoeia ou alors la pharmacopée européenne. Et selon le marché, vous devez choisir la conformité à une telle ou telle pharmacopée pour ne pas être refusé de vendre sur le marché. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'autres éléments, vous avez des questions, etc., vous pouvez nous les mettre dans les commentaires ou nous envoyer vos questions via notre site web www.mivado.com, et ça nous ferait plaisir de vous répondre. Sur notre site web, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir et nous envoyer vos informations, vos questions, ou alors au niveau donc des plateformes que vous utilisez, vous pouvez aussi laisser des commentaires, liker la vidéo et puis poser vos questions.
et il va de se fera un plaisir de répondre à chacun de vous. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour avoir pris le temps. Donc, pour suivre cette live de Jeudi Qualité, une première donc de l'année 2026. Et je crois que l'année a bien commencé et nous allons continuer par travailler pour vous et pour nous. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée, bon début de journée et à plus.